Dans le podcast cette semaine, on discute avec Marc-Antoine Doyon d'Etudes Game, de l'As d'Or et de son travail d'auteur. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Garin, on se retrouve pour une nouvelle interview et nous ne sommes pas à Cannes, nous ne sommes pas à Vienne, nous ne sommes pas en France, nous sommes à Montréal et je suis en compagnie de Marc-Antoine Doyon. Salut Marc-Antoine. Hello, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. On est au Randolph, on peut dire. C'est un lieu un peu mythique aussi du monde du jeu. Tu viens souvent au Randolph toi? Oui, j'y viens quand même assez fréquemment. Ben, pas à toutes les semaines, là, mais c'est un peu la mecque du jeu de société à Montréal. Il faut y passer une fois de temps en temps. J'ai mon bureau pas loin, puis je suis sûr qu'on aura la chance d'en reparler, mais c'est un peu ici que tout a commencé pour moi, pour les jeux de société. T'étais joueur enfant? Enfin, comment t'as découvert le jeu de société? On se lance. Ouais, déjà. ben oui, on se lance. Pas du tout, en fait. T'sais, oui, comme tout le monde, dans le sens je jouais un peu quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas conscience que le jeu de société, c'était aussi important dans la culture de certaines personnes, puis dans l'univers connu, puis dans qu'il y avait vraiment des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. J'avais pas cette conscience-là du tout. C'est vraiment quand j'ai fini mon bac en cinéma que je me suis mis à m'intéresser un peu plus, puis j'avais des amis qui avaient une chaîne YouTube de jeux. On en parlait, ouais. Ouais. Et là, il y a ce Pubsy qui s'est lancé. Donc là, j'ai fait comme, OK, il y a des liens à faire avec ma pratique de réalisateur, puis mon désir de faire de l'art, finalement, puis mon intérêt pour la culture, puis le jeu de société. Ouais. Fait que là, j'ai fait un peu... j'ai connecté les points, puis je suis tombé dedans. Tu disais, tu as fait des études de cinéma, enfin de réalisation? Exact. Je fais un bac en cinéma à l'UQAM, ici, juste à côté. Puis ça, c'était en 2012, donc c'était en réalisation. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Tu sais, j'ai toujours voulu écrire des histoires... faire de la narration. Ouais, exact. Mais par l'image, en fait, t'avais déjà... c'était vraiment le médium qui te plaisait le plus. Ouais, exact. Ben, tu sais, j'aimais beaucoup le théâtre aussi, le jeu de manière générale. Puis, c'est ça, la fascination pour les univers graphiques. Je faisais beaucoup de dessins aussi plus jeune. C'est des choses que t'oublies en vieillissant, mais que j'ai retrouvé il y a pas si longtemps dans le vieux garde-robe de ma mère. Des dessins que j'étais comme, ça aurait pu être une carrière. Ah ouais, okay. Mais je l'ai juste pas fait. Mais ouais, ça a toujours été... Et à ce moment-là, tu pensais plus faire de la réalisation de films, en fait, ou c'était vraiment ça qui te... Ou t'avais pas forcément d'idées préconçues sur ce que t'allais en faire, en fait, de ces études? J'ai fait une web-série autofinancée. J'ai fait quelques courts-métrages aussi. Puis, c'était vraiment chouette. J'ai toujours aimé ça, écrire, puis filmer, tout ça. Mais ouais, c'est sûr que dans ma tête, j'étais comme un jour, je vais faire un long métrage. Peut-être qu'un jour, il va être financé. Peut-être que je vais avoir, ça va être ça, ce processus-là. Puis je me rappelle très bien quand mon premier jeu est sorti, quand Flashback est sorti, ma copine, elle m'a dit, c'est ça, en fait, là. C'est ton long métrage, c'est Flashback. C'est Flashback, ouais. Exact. Ouais. Fait qu'il y avait vraiment un lien, en plus que c'est un jeu très cinématographique. Oui, c'est où l'image a plus d'importance, où on raconte par l'image, en fait. Oui, exact. C'est un peu pour ça qu'on a développé ça avec le Scorpion, tu sais. Ouais. C'était vraiment... Puis j'ai appris à faire de la modélisation 3D, mais tout le vocabulaire, je l'avais déjà, là, le vocabulaire des objectifs, tu sais, les différentes... longueur focale, le cadrage, puis tout. Ouais, le cadrage, donc ce qu'on veut dire en fait par l'image, en fait, ce qu'on fait passer, que peut-être en tant que spectateur ou spectatrice, on comprend intuitivement sans être forcément capable de l'expliquer, mais qui s'apprend en réalité. Enfin, exact. Peut-être on est moins familier ou familière de ça en fait, de ce que du sens de l'image en fait, de ce que du propos que l'image veut avoir, quoi. Ben oui. C'est sûr, j'ai pas la prétention d'être un grand directeur photo. Ouais. Je fais avec ce que je connais, mais je suis vraiment un cinéphile. Je suis vraiment très fan de films, de téléséries, de plein de trucs. Puis j'ai essayé de mettre ça dans mes jeux aussi, mais c'est vraiment plus un prétexte pour faire vivre des belles émotions autour de la table aux gens. Là. Puis je pense que je suis méga fan de jeux d'enquête aussi. Fait que c'était vraiment
un jeu tout désigné là, pour que j'embarque dans cette aventure-là. On va en parler plus en détail après. On va reprendre sur Etudiant. Oui, mais bon, après, voilà, on sait que moi, Flashback, c'est un jeu très important dans ma vie parce que je te le disais en off, moi, c'est un des jeux préférés de ma fille. J'ai tout fait avec ma fille, donc c'est un jeu qui a une place. Donc, je pourrais en parler très longtemps et puis je trouve qu'il y a plein de choses à en dire. On va juste revenir d'abord sur comment t'es rentré plus de façon professionnelle, en fait, dans le jeu. Ouais. Parce qu'effectivement, tu parlais des Tugames. Donc, je comprends que c'est parce que la chaîne, au départ, tu n'es pas dans les. Elle est créée en 2015, si j'ai bien compris. Ouais. Et c'est plutôt. C'est notre 10e anniversaire. C'est votre 10e anniversaire. Ouais. Oh, voilà, tu vois, c'est un peu dommage. Et donc, elle est créée par Raphaël Lacaille, Pierre-Louis Renaud et Benjamin Desiel. Exact. Qui sont comédiens. Ouais. C'est eux qui fondent la chaîne, mais tu les connais déjà, en fait, à ce moment-là. Exact. C'est des amis à toi, en fait? Oui, des amis, des collègues, des personnes avec qui j'ai travaillé un peu dans le cadre de mes études puis de professionnels. Puis, c'est ça, quand j'ai vu qu'ils ont lancé ça, je me suis vraiment intéressé au truc. J'ai fait comme, tu sais, il y a un intérêt. L'histoire que je raconte tout le temps, c'est que moi, c'est ça, je suis très fan des films, puis je suis un peu OCD j'aime cocher des cases. Ouais. Donc, j'aime beaucoup, tu sais, avoir vu tous les Hitchcock, tous les Michael Haneke. T'es complétiste. Exact. Et puis, je le suis aussi en tant que joueur. Je suis vraiment en tant que joueur. Puis quand j'ai compris que Takenoko puis Tokaido, c'était le même auteur de jeu, j'ai fait comme qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est 2 jeux que j'aime, je vais aimer ces autres jeux, je veux jouer à tout. Ouais. Donc là, je me suis mis à jouer à Nabi, j'ai joué à plein de trucs, puis j'ai fait comme OK, ça, tu sais, après ça, Friedman Freeze, j'ai fait comme wow, je veux jouer à tous ces jeux, tu sais, j'étais vraiment comme complétiste à ce niveau-là. Puis en parallèle, ben c'est ça, j'ai commencé à regarder ce que les gars faisaient sur la chaîne YouTube. Au départ, c'était vraiment une version québécoise de Tabletop, un peu. Fait qu'ils voulaient jouer avec des artistes, des personnalités connues, dans des contextes de OK, on va jouer un jeu d'horreur dans une vieille église, ou on va jouer à... Fait que c'était vraiment ça. Puis moi, en tant que nouveau fan de jeu, ben, je cherchais je voulais de l'informatif. Ouais. Je voulais des tops, je voulais je voulais que Raphaël nous raconte c'était quoi ses jeux préférés. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que peut-être 2015, c'est encore... Il n'y a pas encore autant l'explosion de toutes les chaînes YouTube qu'on a aujourd'hui. Ouais, du tout. C'était un peu plus avant que c'était en emballement et maintenant même aujourd'hui on avait presque même trop. Enfin, on pourrait faire le tri, ça devient compliqué. Mais du coup déjà la démarche, elle n'était pas de faire de la review à proprement parler. C'était déjà un angle un peu original qu'ils avaient choisi. Ouais, des concepts, des vidéos rapides, d'explications très très rapides, des survols de jeux. Très rapide. Puis sinon, c'est ça, des parties complètes où est-ce que ils jouaient avec des personnalités dans des contextes. Puis moi, je voulais apporter un peu l'aspect très YouTube. Tu sais, je suis très... c'était déjà une époque où est-ce que je consommais beaucoup de vidéos web, fait que du YouTube, des memes, des trucs comme ça. Puis je suis un peu rentré dans le projet en me disant, OK, ben comment on peut appliquer ça, tu sais, à la chaîne? Et en plus, tu avais une vraie compétence professionnelle qui a apporté à la chaîne, parce que comme tu le disais, tu es réalisateur, donc... T'apportais aussi une vraie une compétence. C'était pas juste parce que le projet t'intéressait. Tout le monde n'a pas les compétences pour faire de la réalisation, du montage et tout. Donc ouais, ben c'est sûr que j'étais à un moment, une genre de croisée des chemins dans ma vie où est-ce que j'ai envie de m'investir à 200% dans un projet. Tu sais. Ouais. J'ai vraiment, si j'embarque là-dedans, c'est pas un truc que je fais la fin de semaine à temps perdu, etc. Je veux vraiment dédier ma vie à ça. Tu sais. Donc si je dédie ma vie à quelque chose, ben je vais mettre toute ma personnalité, toute ma connaissance, toute mon expertise, puis ce que je suis capable d'apporter, tu sais. Donc, je vais vraiment mettre mes tripes dans quelque chose. Puis je pense qu'au final, ben, c'est un choix particulier parce que j'étais déjà comme travailleur autonome, ça faisait quelques années, puis je voulais un petit peu m'éloigner des vidéos corporatives. Tu sais, je faisais beaucoup des vidéos pour des entreprises, des trucs comme ça. Puis je me suis dit, j'aimerais appliquer cette connaissance-là que j'ai développée au milieu du jeu de société parce que ben ça me fascine. Ces boîtes-là me fascinent, ces gens-là me fascinent, ces moments-là qu'on vit autour de la table me fascinent. Donc, je voulais vraiment comme... Puis ça prouve être payant, entre guillemets, dans le sens que Etugame, finalement, c'est un projet que le plus que tu mets d'énergie dedans, le plus ça t'en redonne. T'sais. Ouais. C'est vraiment le plus que tu produis des vidéos de...
je veux pas dire de qualité parce que des fois, on peut se permettre aussi avec avec Internet de faire des trucs un peu coin de table. Ouais. Ou juste des contextes de qu'on va faire des vidéos, des enregistrements dans des événements, puis dans des festivals. Des fois, tu perds un peu le contrôle, puis t'es un peu victime de ce qui se passe. Tu saisis les opportunités aussi, exact. Des moments que tu peux pas deviner à l'avance. Exact. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. En faisant tout ça, ben, j'ai essayé de m'approprier le médium, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire encore aujourd'hui. Et du coup, quand tu le fais, tu passes à temps plein? Enfin, ça devient un projet à temps plein, Etugame, ou t'as encore une autre activité pro? Enfin, tu disais que t'avais envie de t'y consacrer, mais est-ce que, enfin, même financièrement, c'était possible de... Ben, un peu du jour au lendemain, je me suis lancé un peu aveuglément. J'ai fait comme, hey, on va essayer. Puis assez rapidement, on s'est rendu compte, là, je parle d'il y a 10 ans, que les compagnies, quand on leur disait, OK, bon, on va faire une vidéo à 800 000 $, tu sais, pas 800 000, 800 $, 1000 $. OK. Une fourchette. Ouais, exact. 800 000 $, j'allais dire. On est millionnaire. Non, mais, tu sais, un prix qui se peut pour de la prod, là, je pense que c'est pas énorme, c'est pas rien du tout non plus, mais c'est comme... Donc, c'est un juste pour donner une idée aux auditeurs, genre parce que 500 €. Voilà, parce que 800 000 $ canadiens, parce que nous on est un peu... 800 000 $ canadiens, c'est genre 5 €. Il y a un bruit, il y a beaucoup d'inflation. Ouais, exact. Mais ouais, en gros, on va dire que le 10 $ canadiens, c'est 6,40 € à peu près à aujourd'hui, pour donner une idée. Peut-être pas en 2015 d'ailleurs, mais c'est peut-être un autre tour. Mais mon point, c'était surtout que quand on envoyait des devis aux compagnies, les compagnies disaient non, on peut pas se payer ça, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas dans les budgets, puis on vous connaît pas. C'est vrai que le monde du jeu de société, c'est un monde qui est quand même un peu particulier parce que c'est un monde business, mais qui est quand même encore très amateur sur certains aspects. Et les budgets de communication, c'est pas du tout des budgets de communication comme on a dans d'autres secteurs d'activité. Ouais. Où tu peux, même, enfin, je veux dire, je pense aux jeux vidéo, livres ou cinéma, où tu peux dégager des vrais budgets de com. Ben oui. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas pour rien que le principal com, c'est d'envoyer des boîtes de jeux, hein, parce que ça coûte rien. Puis je comprends qu'il y ait des gens aussi qui soient, pas craintifs, mais juste comme, qui se posent des questions par rapport à, c'est facile de se partir une chaîne YouTube, là, c'est gratuit. Fait que tu fais des vidéos chez toi. Puis là, tu contactes des compagnies, puis tu dis, hey, envoyez-moi des boîtes, puis je vais faire des vidéos sur le truc. Ben, tu te poses des questions, assurément. Donc, il a fallu quand même qu'on se bâtisse une notoriété entre guillemets. Ben, surtout un réseau, tu sais, surtout. Oui, on les connaît, puis ils vont livrer la marchandise, puis ils vont faire des trucs cool, tu sais. Et à ce moment-là, vous êtes axé sur le Canada ou Québec plutôt. Mais est-ce que vous avez le marché français, c'est déjà quelque chose aussi que vous avez en ligne de mire parce qu'il y a quand même des connexions, enfin j'imagine. Ben moi très rapidement, quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société, la première compagnie j'ai fait OK, ça c'est un gage de qualité en guillemets, je vais avoir du plaisir quand je vais jouer, c'était Yellow. Okay. Yellow quand je voyais le logo, j'étais comme OK, ça c'est mon go-to, tu sais. Ouais. Donc, assez rapidement, j'étais comme, OK, ben, il y a des compagnies françaises, tu sais. Ouais. Donc, on s'est vraiment intéressé à l'international, puis on s'est dit, bon, québécois, français, on a quand même un certain... on a quelques liens. Ouais, quelques liens. Mais c'est drôle parce que avant même que je rentre dans Etugame, j'écrivais, je vais faire la petite anecdote, je pense que je l'ai jamais raconté. Wow, c'est le scoop. Ouais. J'étais sur YouTube, puis j'avais commencé à suivre un petit éditeur de jeux de société qui s'appelait le Scorpion Masqué à l'époque et qui faisait des vidéos sur leur chaîne animées. Puis moi, je venais de commencer à travailler sur After Effects. Puis je suis comme, hey, je serais capable de faire ce genre de vidéo-là. Puis j'avais écrit sur la page Facebook du Scorpion Masqué pour leur dire, si jamais vous cherchez quelqu'un pour faire des vidéos, j'en fais. Ça me ferait plaisir. Puis peut-être 30 minutes après, il y avait Christian Lemay qui m'appelait. Je ne connais pas, moi. Qui est cette personne? Ouais. Christian qui m'appelait, qui me disait, la fille qui fait mes vidéos part en congé de maternité là. Est-ce que tu veux produire des trucs avec nous? Ok, donc c'est comme ça qu'en fait que t'avais déjà bossé en fait avec Scorpion Masqué, d'accord. Un premier contrat pour faire une vidéo d'animation c'était Concept, je pense, qui faisait une genre d'édition québécoise où je me souviens plus exactement, mais c'était un jeu comme ça qui était quand même important, tu sais. Puis il m'a confié la production de cette vidéo-là, puis j'en ai fait quelques autres par la suite. Puis en parallèle, je rentrais avec Etugame, puis je me mettais à produire des vidéos. Et avec Etugame, vous êtes aussi allé à Cannes. Oui.
Là, vous avez déjà une certaine notoriété. Je veux dire, vraiment, la chaîne YouTube, elle marche bien ou... Non, je pense que la première fois que eux sont allés à Cannes avant que moi j'y aille, Ouais. c'était dans leur dans leur premier mois d'existence, là. Ok, Fait que vraiment, la première année qu'ils sont allés à Cannes, c'était sans moi. d'accord. Puis c'était tout nouveau, là. Toi, tu y allais pour la première fois en quelle année, tu dirais? C'est l'année suivante. Fait que ce serait en 2017, 2016, 2017. Moi, j'ai un grand souvenir, je te le dis, c'est une anecdote perso de votre vidéo où ça commence avec toi et Raphaël. Oui. Et tu dis non, mais ça peut pas être Cannes plus que Cannes. Et où en fait, vous avez fait une vidéo sur la musique de La La Land. Oui. Parce que moi, cette vidéo, il faut que je te dise que je l'ai quand même vue à peu près 250 fois parce que ma fille était ultra fan. Ah, c'est cool. Et elle l'a regardé et je pense qu'elle connaissait toutes les chorégraphies par cœur. Cool. Donc c'est un truc que j'ai vu 1000 fois. Et ça, c'était très en fait, c'était très différent de ceux auxquels on est habitué en France. Mm-hmm. Parce que je pense qu'on n'a pas, il y a aussi quelque chose de culturel. On n'est pas du tout en France à l'aise avec tout ce qui est l'entertainment, enfin la capacité de faire de quelque chose de divertissant qui soit assez de bonne qualité. Enfin, tu vois, on est. Mais alors que c'est le monde du jeu, là. Oui. Et je pense que ça, c'était vraiment. Vous aviez un angle qui était très différent pour nous. Enfin, moi, je le voyais, c'était beaucoup plus qualitatif. Enfin, c'était très qualitatif que ce que. En France, nous, on ne sait pas faire ce genre de. Je crois qu'on a vraiment une incapacité à faire ce genre de choses. C'est pas du tout notre domaine de prédilection, quoi. Ben, c'est gentil, mais nous, on est allé avec notre cœur, puis qu'est-ce qu'on a envie de faire, tu sais. Puis on avait envie de rigoler, puis on avait envie de faire une comédie musicale. T'es comme, pourquoi pas? T'sais, moi, souvent, j'écrivais des parodies de chansons. T'es comment on peut essayer ça? Assez tôt, je pense. Dans les premières vidéos que j'ai fait avec Etu Game, c'était à Gen Con. On est allé à Gen Con, puis j'ai dit, ce serait drôle qu'on fasse une parodie du rap de Pokémon. Puis là, ben, c'est un peu Gotta Catch 'em All, là, attraper-les tous. Puis là, on nommait plein de jeux de société. Puis on était comme, ah, c'est le fun, ça fonctionne. On a du plaisir à le faire. C'est un peu nos référents aussi. Les appendices, les Chicken Swell, des groupes d'humoristes québécois qui font beaucoup de chansons aussi. Puis moi, ben, ça a toujours été ça, l'approche. Ça a toujours été, on va essayer de présenter le jeu de société avec humour. Ouais. C'est juste ça. Avec un peu plus d'humour et un peu plus de... Comment dire ? Même de paillettes, enfin d'un truc un peu plus pétillant. Je trouve c'était un peu la marque de fabrique. Et d'ailleurs, grâce à vous, on a eu des cérémonies de l'As d'Or acceptables. Je le dis parce que moi j'ai vécu quelques cérémonies de l'As d'Or où franchement j'avais envie de mourir dans la salle. Et à un moment, on vous a confié aussi la présentation et on a vraiment vu la différence en fait. Ben ça a été très rapide tout ça. Tu sais, quand je regarde à posteriori là, de une année qu'on demande, on avait une comédie musicale, je pense la première, j'ai pas les dates en tête, là, mais la première année que je suis allé, il me semble qu'on avait une vidéo, qu'on était comme, hey, ce serait cool de montrer ça sur scène avant ou après, puis ils nous ont dit non, on peut pas, c'est vraiment booké, nanana. Puis l'année d'après, on était comme, non, mais on veut vraiment présenter ça. Puis on a présenté une vidéo, eux, ils l'ont présentée à la fin la cérémonie, puis il y a plein de gens qui venaient nous voir qui étaient comme c'est extraordinaire, c'est vraiment incroyable, c'était tellement cool. Je pense que c'était celle-là en fait. C'était soit celle-là, soit L'As d'Or. Luxor, j'adore. Ouais, exact. Donc Philippe Catherine, c'est une des deux. Puis bref, juste à ce moment-là, tout a déboulé là. Et après, ils vous proposent de faire l'animation. En fait. Ouais, juste après ça, ils nous ont dit... C'est un peu ouf quand même, non? Ben oui, c'est complètement absurde. Nous, c'était pas ça notre objectif, tu sais, dans le sens qu'on savait qu'on était capable de le faire. Oui, bien sûr. On savait qu'on était capable de le faire, mais qu'on vous le propose, c'est pas la même chose. En fait, de savoir qu'on est capable versus on te le propose et on te dit je te remets les clés de la maison. Ouais. On vous donne carte blanche à ce moment-là? Oui puis non, dans le sens que, tu sais, nous, je pense que nous, on avait une éthique de travail qui était quand même élevée d'un point de vue, tu sais, c'était un peu pour ne pas se casser la gueule non plus. Fait que assez rapidement, on dit, OK, ben, si on anime, on aimerait viser 1 heure de spectacle. Ah, mais oui, merci. Fait que ça c'est impossible qu'on remette 3 prix en 3 heures. C'est complètement absurde. Oh, merci. Mais c'est juste comme... C'était nos idées, tu sais. Ouais. Puis ça finit un peu en carte blanche parce que toutes nos idées, ben, la grande majorité de nos idées ont été approuvées. Ouais. Donc,
Mais il y avait des idées, puis il y avait une proposition, puis il y avait une vraie proposition de voici le texte. Fait que nous, notre texte était préécrit de A à Z. Puis comme toute l'équipe, c'est des comédiens, à part moi, ben, ils pouvaient l'apprendre, ils pouvaient vraiment comme se donner les outils. Ça, c'est vrai que c'est important de le souligner, c'est que, on le disait en début, hein, ils sont comédiens, les fondateurs, mais après, même tout... Ça change en fait aussi le rapport à la scène. En fait, ils sont forcément plus à l'aise que si c'était, enfin, je dis moi ou n'importe qui d'autre qui est pas habitué en fait, qui a pas cette expérience en fait de la scène, ouais. Ben ils ont les outils un peu, tu sais. Puis je m'inclus là-dedans, là, mais on a tous un grand stress d'être sur cette scène extraordinaire là, un grand trac, mais tu sais, je le vois avec Raphaël, Pierre-Louis, Karianne et moi. Je pense qu'on a pu canaliser ça en performance finalement là, parce qu'il y a une part de... C'est ça, c'est un peu... C'est particulier de remettre des prix comme ça parce qu'il y a une part de perfo, mais il y a une part de... Tu veux laisser la place aux récipiendaires aussi. T'as envie que les lauréats, ils aient aussi leur moment, leur 15 minutes de gloire, comme dirait Andy Warhol. Ben oui, absolument. Fait que moi, c'était précieux pour moi. Puis en plus d'avoir fait le saut au jury, puis éventuellement en tant qu'auteur, ben... Oui, t'as tout fait à Cannes, en fait. Ouais, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Ben, j'ai jamais eu de boot. J'ai jamais eu de table. Et peut-être dans les années à venir. Je sais pas si c'est la meilleure des trucs. Je pense que t'as mieux choisi. J'ai juste pas fait. J'ai jamais payé encore pour avoir une table et présenter mes trucs perso, mais peut-être un jour, mais j'ai pas vraiment d'intérêt d'éditer des trucs. Fait que... Si t'es pas à l'aise, on coupera au montage. Ils vous rémunèrent bien le festival? Ils nous rémunèrent. Ouais. Le billet d'avion était payé. Quand même. Oui. Puis la cérémonie, on était payé aussi. Je pense que nous, on avait la grande chance de, comme on faisait tout, c'était vraiment clé en main, on produisait aussi les vidéos. Donc, oui, on était payé pour être sur scène, mais on était aussi payé pour produire les vidéos. Donc, c'était pas une charge supplémentaire. OK. Après ça, nous, on a négocié ce qu'on a négocié. C'était correct. Ouais. C'était juste assez pour nous motiver pour y aller année après année. Mais non, je suis super à l'aise d'en parler parce que c'est une belle expérience. Moi, j'ai aimé ça. Évidemment, avec le temps, il y a des trucs qui... Puis la distance aussi. Ouais. La distance qui fait que, OK, la communication c'est pas évident, ouais. Ouais, il y a des petits trucs, mais comme n'importe quelle collaboration avec n'importe qui, tu sais. Aujourd'hui, cette année, par exemple, c'était pas vous? Non, exact. Pareil, on coupera au montage si tu veux pas en parler. On m'a dit qu'il y avait eu des petits soucis sur un sketch une année. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Sur l'IA. Ouais. Ah oui? Ouais. Ah, il y avait pas de soucis? Je sais pas. Il y avait des soucis? On m'a dit que ça avait généré un souci. Je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Hein. Ça doit être une légende urbaine. Mais en tout cas, le souci n'est pas venu jusqu'à moi. Ok, bon bah voilà. Donc, non, mais ça, tu vois, ça c'est les trucs qui se racontent dans les couloirs du film. C'est quoi? Raconte-moi. On m'a dit qu'il y avait un sketch l'année dernière, donc du coup, je pense. Ouais. D'un coup, l'année dernière, je l'ai pas regardé j'étais pas à la cérémonie. Pas cette année, l'autre je buvais d'avant. des cocktails pendant ça. On faisait un sketch en intro où est-ce que je jouais une intelligence artificielle? Peut-être, je sais pas. Ouais. On m'a dit, c'est pour ça, ça a pas très bien passé. Ah ouais. Ben non, mais c'est pas ça du tout. Ben, en tout cas, moi, pour l'avoir vu derrière. Du coup, c'est que le deal, c'était qu'on anime 5 ans. OK. Depuis le début, c'était... En fait, moi, j'étais surpris. Moi, j'étais comme, on va essayer une année, puis on va voir si on va essayer une année, tu sais. Puis ça a bien été. Puis le deal, ça a été qu'on anime 5 ans. Le vrai problème, c'est qu'il y a eu une pandémie entre-temps. Donc là, il y a eu une année où est-ce que ça a juste pas eu lieu. Ouais. Il y a une autre année où est-ce que nous, on a décidé de pas y aller. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de cas de COVID, pour ne pas le nommer. Puis nous, c'est ça, Raph, il y avait une nouvelle enfant, donc tu sais, il voulait pas... Quelle idée de faire des enfants. Exact. Donc, mais tu sais, il était comme, je vais pas aller me risquer de rapporter ça ici. Donc, il y a comme 2 ans au final où est-ce qu'on était sur les 5, on était plus ou moins là. Donc, la dernière année, c'était la 5e, puis on était comme, c'est parfait, ça va passer à la prochaine personne, puis c'est correct. Nous, on n'a jamais vraiment eu de... Tu sais, nous, de notre côté, il n'y a jamais eu de frustration, ni de trucs concrets de ça se fait pas ou whatever. Puis tu sais, nous, c'est humoristique, mais on s'amuse aussi à titiller un peu puis à
essayer de repousser gentiment les limites. Mais non, moi, en tout cas, de mon ressenti, ça a été que des retours positifs. Enfin, je te le dis vraiment parce que moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Okay. Donc, tu vois, donc comme quoi. Donc, vous faites les présentations, vous faites Cannes, tout. Enfin, là, vous étiez là, c'est comme ça qu'on s'est croisés à Cannes cette année, très brièvement. Et tu as été aussi jury. Oui. Une autre expérience. Alors, c'est pas de chance parce que c'est tombé, effectivement, pendant le Covid. Moi, ça me fait de la peine, cette expérience. Du coup, ça n'a pas été une expérience, j'imagine, très satisfaisante, parce que du coup. C'était satisfaisant d'un point de vue d'être considéré, puis de faire partie de cette équipe-là qui était extraordinaire. Là. Les membres du jury sont incroyables. Même Maxildan. Je l'adore, Maxildan. Bon, ça sera coupé au montage. Moi, je demande la coupe au montage. Moi, j'ai que eu des expériences positives avec Tu as tapé Maxildan Malaise sur YouTube? Non. Eh ben, fais-le. Oh, ouais. J'étais pas là. Tu verras. Mais ouais, non, après ça, tu sais, c'est dans un contexte. C'est vraiment dans un contexte où est-ce que, tu sais, c'est professionnel, c'est, tu sais, il y a cette distance-là aussi, tu sais, puis il y a cette distance physique-là aussi, vu que j'étais à distance, tu sais, que j'étais ici puis qu'ils étaient là-bas. Donc, c'est ça, tout ça a été, c'était tout le temps dans l'idée de, là, c'est à distance, mais quand ça va revenir en présentiel, je vais y aller. T'sais. Yep. Ouais. Je me suis tout le temps dit, je vais y aller, puis je vais pouvoir être avec eux et elles. Puis, finalement, ça s'est pas passé comme ça. La vie en a voulu autrement. Mais c'est ça, ça a toujours été une super belle expérience. T'as été surpris qu'on te propose ou pas? Oui. Comment dire? J'essaie de me rappeler de mon émotion, vraiment. Parce que, dans le fond, ben, ils cherchaient quelqu'un, puis on était là. Puis je pense qu'on a toujours eu le... Ben, tu sais, comme tu dis... Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'éthique de travail, tu sais. L'idée de, on va livrer la marchandise, on va être là au moment où est-ce qu'on nous demande d'être là, puis on va faire les choses qu'on nous demande de faire, en livrant avec notre énergie, puis notre bagou, puis notre saveur. Donc, je pense qu'il y avait une suite logique dans leur tête de, OK, ben, on cherche une variété, puis je pense que c'est ça une diversité de profils, ouais. Exact. Avec les jurys de l'ASDAR, les jurys. Et aussi d'ouvrir parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est un des soucis du jury, c'est que c'est purement franco-français. Alors qu'en principe, ça doit être francophone. Et donc, francophone, c'est aller chercher aussi des personnes, par exemple, en Belgique, au Québec ou en Suisse, enfin... D'avoir aussi cette ouverture pour justifier le international du Festival international des Jeux, quoi. Ben oui, absolument. Puis moi, je suis vraiment honoré qu'ils m'aient proposé. Ben en fait, ils ont demandé « Hey, tu gagnes? » Ouais. Ils ont dit « Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la team? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui serait intéressé? » Ok, donc, oui, d'accord. Donc la proposition, elle a dit plutôt à Etu Game, et ensuite vous avez discuté entre vous de qui. Ça s'est fait pas mal autour de la table, je te dirais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Puis Raph et Pierre-Louis se sont retournés vers moi, ils ont fait « T'attends-tu, toi? » Ah, ok. Je fais peut-être, carrément. Oui. Donc je l'ai essayé, puis j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup testé des trucs. T'as trouvé ça difficile d'être juré? J'ai surtout trouvé ça difficile d'être à distance pour vrai. Ouais. Parce que d'être juré, c'est plus long que difficile. On parle de jeu au final. Il faut toujours se rappeler, on n'est pas en train de sauver des vies, on n'est pas en train de... Bien sûr. Donc, faut toujours, surtout dans un contexte de pandémie internationale, c'était un peu... c'était du plaisir. C'était quand même du plaisir. Évidemment, il y a des moments de tension, il y a des revirements, il y a des compromis, des choix stratégiques de comme, OK, je dirais rien, mais rappelez-vous-en que j'ai rien dit là-dessus parce que, tu sais, c'est normal. Puis c'était fascinant, c'était vraiment le fun. À 9 têtes aussi, là. Ouais. Puis de voir justement, les compromis, la douceur de ces gens-là aussi, d'être capable de faire comme, OK, ça j'en prends, j'en laisse. Ouais. Voici mon impression sincère sur quelque chose. Ouais. Prenez-la ou prenez-la pas, mais on va confronter ces idées-là, tu sais. Du coup, t'as été juré en 2020 et 2021, c'est ça? Je crois que oui. Ok, donc 2021, c'est Micro Macro qui gagne. Ouais. Et je pense te crois que sur parole. De mémoire, c'est celui qui a été fait à distance. Enfin, 2020, c'est juste. D'ailleurs, le Covid démarre juste après Cannes. C'était un peu fou. Tu quittes le jury parce que
Ben, la raison pourquoi je quitte le jury, c'est parce que t'as un jeu qui il y a Flashback, ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Il y a Flashback, Donc, il y a Christian qui me contacte. Flashback, c'est un jeu dont, à la base, c'est Baptiste Derès qui travaille au Passe-Temps, Oui, qui a l'idée du jeu, exact. qui le propose à Scorpion Masqué. Exact. Et si j'ai bien lu le carnet d'auteur qui est sur le site du Scorpion Masqué, Ouais. Christian Lemay t'envoie un message, Exact. ou t'appelle et te dit j'ai quelque chose à te proposer en gros. Ouais, il Donc, m'appelle, il me dit. il envisage que tu puisses travailler sur ce projet parce que Ben, moi, comment vous connaissiez déjà du coup? Ben, on se connaît professionnellement, on avait fait des vidéos, et moi, ça fait des années que je présente des prototypes à Christian. Ok. Fait que ça fait des années que je lui dis, je veux être auteur, mais j'ai des idées de jeu. Ouais. Donc, j'ai des idées. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup en projet, tu sais, qui pense beaucoup en concept. Donc, ça faisait plusieurs années où est-ce que je me réveille le matin puis je fais j'ai une idée de jeu, tu sais, puis là je prends des notes, puis je travaille dessus, puis ça fonctionne pas. Puis là je fais des protos, puis je fais des tests, puis ça fonctionne pas. Puis je les présente à Christian, puis il me donne des idées, mais donc je travaille, puis il voit que je travaille, puis j'y rapporte des choses. Puis même pendant la pandémie, je lui rapporte un proto quelques fois, puis il me conseille, puis ils font même des démarches. C'était c'était en lien avec une compagnie connue, un jeu vidéo connu, puis lui, ils ont fait les démarches avec Manu pour voir si la licence était disponible. Donc, on était comme en processus de création ensemble puis de travail ensemble. Donc, il savait que j'avais un intérêt en tant qu'auteur. Puis, il a vu tout de suite l'intérêt cinématographique du truc. Il s'est dit, je pense qu'il s'est dit, ça me prend quelqu'un qui a un œil, qui comprend la caméra puis l'espace. Tu sais. Ouais. Qui aura la vision, donc qui apportera sa compétence en fait, de réalisation quoi. Puis il savait aussi que j'étais un méga fan de Sherlock Holmes Détective Conseil. On a beaucoup joué, Christian puis moi, à Sherlock Holmes. Tu sais, je suis un méga fan de Unlock. Je suis un méga fan de tous ces jeux d'enquête-là. T'aimes ces jeux, tous ces jeux d'enquête ou d'escape qu'on appelle un peu les jeux jetables, mais où t'as finalement c'est un jeu, mais c'est aussi surtout une expérience. Ouais, tu vois, moi c'est des jeux que je qualifierais ça, c'est ces jeux qui t'apprennent que oui, le jeu peut être joué qu'une fois, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu vas pas rechercher la même chose, tu recherches une expérience unique en fait, justement, que ce soit ton expérience à toi, quoi. Mais moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été attiré par, tu sais, mettons les livres Animorph, là. Il y avait des livres où est-ce que tu flippes les pages puis tu vois la personne se transformer. Genre, j'ai tout le temps aimé comme les objets, les jeux jouets, tu sais, des trucs comme ça. J'ai tout le temps été fasciné. Avec des pop-up, par exemple. Oui, absolument. Absolument. Tu sais, les livres d'enquête, les livres dont vous êtes le héros, des trucs comme ça. J'ai toujours été fasciné par ça. Donc, de le voir se reproduire, puis tu sais, Sherlock Holmes, on en parle, c'est un des plus vieux jeux qui est encore vivant. Oui, parce que encore aujourd'hui. C'est quand même un Spiel des Jahres, c'est je pense entre 82 ou 84 le Spiel des Jahres pour Sherlock Holmes Détective Conseil, qui a été donc édité et repris par Istari, puis ensuite repris par Space Cowboy. Et la gamme s'étant élargie et le jeu, ça ressort, il est toujours trouvable. Puis j'avais dit qu'on y reviendrait, mais la première fois que j'ai joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est au Randolph. Wow. Ici, au deuxième étage. Au premier, en fait. Puis c'est le pire contexte pour jouer à Sherlock Holmes. Dans un bar avec une bière, je suis avec ma copine, on a joué, on est resté ici 4 heures, on était comme c'est incroyable, c'est tellement le fun. Puis tu lis à voix haute, puis tu essaies de tout lire, puis c'était désastreux, mais en même temps, c'était fantastique. Donc, de voir que ça existait, puis mais c'est ça, tu parles d'expérience, puis je pense que c'est vraiment mon approche en tant qu'auteur, c'est de faire comme, OK, là, il y a de la magie, tu sais. Là, il y a quelque chose, tu ouvres la boîte, puis tu fais comme, genre, que ce soit dans une mécanique, dans une pas une thématique nécessairement, mais une utilisation de la thématique qui était comme, OK, il la reflète de cette manière-là, puis... Et du coup, le projet, quand il te le présente, par rapport au jeu final, donc que Flashback, donc le premier, c'est qui reprend l'univers de Zombie Kids. Il y a beaucoup de choses qui étaient changées, où il y avait l'idée où il y avait beaucoup de choses qui étaient... À la base, c'est un jeu pour adultes. Donc, c'était un crime crapuleux dans une maison. C'était très sanguignolant. Puis,
on se promenait, puis il y avait comme un tueur caché dans la maison, puis etc. OK. Mais l'idée, à la base, était déjà là c'est un point de vue, puis on se déplace d'un point de vue à l'autre. OK. On analyse les points de vue exact. et on les décode. Ouais. Baptiste, il cite dans ses influences, on en parlait aussi en off, Return of Obra Dinn, Absolument. où on fait de la déduction Ouais. par l'interprétation d'images, en fait. Oui. Ouais, exact. Passe, en fait, de ce qu'on voit. Exact. Puis, tu sais, Return of the Obra Dinn, c'est très... il y a des trucs qui sont évidents, puis il y a des trucs qui sont très cachés, puis très complexes. Nous, on a essayé de le mettre en version tu sais, familiale. Ben, c'est ça, le mandat, c'était en faire... De faire ce jeu de point de vue-là, mais de l'amener. Tu sais, moi, je l'avais fait, Return of the Obra Dinn, mais c'était plus une inspiration au niveau du mood, tu sais. Au niveau de « Oh, wow, il y a une enquête, puis je me promène dedans, puis je découvre des choses. » Mais tu sais, il y a à peu près rien qui est resté de ça. Je sais qu'il y a une bande dessinée aussi qui... si je m'en rappelle bien, ça s'appelle 2 secondes. Oui, tout à fait, ouais. Donc, ça se promène genre ça dézoome à l'infini ou quelque chose comme ça. Là. Puis ça, je l'avais lu aussi. Mais ouais, quand il me l'a proposé, il m'a dit « Ah, on a cette idée-là. » Il m'a fait le pitch. C'est un crime. On se promène dans les visions des personnes. Tout de suite, j'ai dit « Oui, j'embarque. » Je l'avais même pas essayé encore. J'étais comme « Je vais l'essayer, mais je veux faire ça. » Et le fait de glisser d'un crime crapuleux, donc un thème assez... ce qu'on appelle mature. En vrai, on devrait dire mûr d'ailleurs en français. Pour aller vers quelque chose de plus destiné aux enfants, mais on va dire quand même aux grands enfants. Enfin, c'est pas les 4 ans, c'est pas 4 ans, c'est plutôt, on va dire 6, 7, 8 ans. Enfin, c'est plutôt enfin, vraiment le passage où on passe au jeu. C'est quoi? C'est une demande de l'éditeur ou c'est vous qui avez à un moment considéré que c'était plus adapté? C'est vraiment une demande de Scorpion. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment... On veut faire cette idée-là dans l'univers de Zombie Kids. Ok. Absolument. Après ça, moi, je trouve que ça se porte très bien parce que c'était un univers qui était assez... Plastique. Ouais. En fait, moi, je trouve que c'est un univers qui est assez... Tu peux faire beaucoup de choses dedans, en vrai. Exact. C'est un bac à sable et après, tu peux continuer à créer dedans. En fait. Puis déjà, la prémisse est chouette. Tu sais, c'est une école où est-ce que c'est les enfants qui se combattent contre les zombies, puis tous les zombies, c'est les adultes. Tu sais, je trouve qu'il y a un bel imaginaire là, qu'on a décidé de développer. Puis après ça, tu sais, on a travaillé sur des versions plus adultes, puis je veux dire, essentiellement, c'est les mêmes enquêtes, dans le sens, c'est le même type d'énigmes, c'est un paquet de trucs, mais c'est des quiproquos, tu penses que c'est quelque chose, finalement, tu découvres que c'est quelque chose d'autre. Dès que t'as un autre point de vue, Exact. Moi, j'ai trouvé, je le disais, nous, c'est un jeu qui a été très marquant, donc pour moi, en tant que joueuse et avec ma fille. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à des films je sais pas si tu aimes le giallo, des films de Dario Argento. Ben oui. Il y a notamment son premier film à Dario Argento qui s'appelle L'oiseau au plumage de cristal. Il y a toute cette question, c'est quelqu'un qui assiste à une scène, il la voit et en fait, il l'interprète à un moment, la scène au tout début quand il la voit d'une certaine manière et à la fin du film, alors je vais un peu spoiler, le twist c'est qu'en fait il l'a juste mal interprété et qu'en fait si tu la regardes d'un autre point de vue, tu comprends la réalité. Oui. Et je trouve que ce jeu-là, il joue vachement sur qu'est-ce que la vérité versus qu'est-ce que notre perception, quoi. Absolument. Et ça, je trouve ça assez fort parce que ça conduit aussi à se questionner sur qu'est-ce que la vérité versus, enfin vraiment, c'est ça. En fait, est-ce que la vérité même, elle existe? Oui. Ou est-ce que c'est notre perception qui fait la réalité, tu vois? Oui. Oui, puis l'idée de cacher des trucs aussi, que tu vois un truc, puis c'est comme, OK, c'est juste ça, puis finalement, on te dévoile que c'est autre chose. Ça, j'aime beaucoup ça. Tu sais, c'est très narratif, mais c'est très... mais oui, j'adore les films d'horreur puis les giallo. J'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai jamais vu, celui-là, mais ça m'intéresse. Mais sinon, en t'entendant parler, je pense à Snake Eye avec Nicolas Cage. C'est genre le loop, que les points de vue, tu sais, des trucs de... Avec la scène incroyable plan séquence. Ouais, ce plan séquence improbable. Enfin, vraiment, qui est même magistral. Enfin, et le film, il est connu pour ça. Enfin, cette scène, quoi. Puis tu vois, ça, j'en ai jamais parlé non plus, mais la web-série que j'ai nommée tout à l'heure, tu sais, j'ai fait une web-série. C'est un peu ça le concept. C'est 7 épisodes où est-ce qu'on suit un groupe dans une soirée, puis chaque épisode, c'est le point de vue de la soirée selon un des personnages. Ça s'appelait Aujourd'hui le chaos. C'était vraiment chouette à faire.
Ce qui est un peu aussi Pulp Fiction, quelque part, avec 100%. sa narration éclatée, 100%. où tu revois des scènes que tu as déjà vues, mais vu d'un autre point de vue. Oui, Memento aussi, où voilà, c'est du travail sur le point de vue. Des grands films conceptuels qui deviennent jouissifs quand tu fais comme oh, mais c'est le personnage qu'on a vu tantôt, puis là, il s'en va. On sait que c'est ce qu'il va faire. Tu vois un autre bout de ça, et là, tu comprends mieux ce que tu as vu juste avant, en fait. Les Fight Club, les films. Il y a un peu de ça en fait aussi dans le flashback, quoi, de questionner aussi la perception en fait. Je trouve que c'est un jeu qui, je trouve que dans les jeux de société, ça c'est vraiment une idée perso. La narration, on a tendance à la faire passer par du texte sur les cartes, et souvent c'est pas toujours bien réussi. Plein de raisons qu'on peut détailler. Parce que c'est pas toujours très bien écrit, parce qu'en fait souvent les joueurs et joueuses ils finissent par plus lire, parce qu'il faut trouver le bon dosage. Et je trouve que c'est un des jeux qui a pris au moins cette audace de faire de la narration pas par le texte en fait, qui est assez. Moi je trouve que c'est vraiment un parti pris qui est à minima ultra intéressant. Enfin après que t'adhères au jeu ou pas, nous c'est pas ça peut marcher. Mais au moins, il y a une audace de proposer quelque chose de différent en termes de narration. Ben, assez rapidement, on a fait une liste des situations qui pouvaient s'exprimer de manière visuelle. Qu'on s'est dit, OK, il y a quelqu'un qui peut être propulsé dans les airs. Il y a quelqu'un qui... Les points de vue qui sont intéressants. Donc, de raconter une histoire. Puis là, tu regardes ces trucs-là, puis tu te dis, OK, comment je vais faire un lien avec tout? Tu sais, comment je vais faire que... OK, il faut que j'aie un personnage qui soit propulsé. Pourquoi il est propulsé? C'est quoi l'histoire derrière? C'est quoi la... Fait que oui, il y a un intérêt de raconter des moments dramatiques de manière fun aussi, parce que c'est familial. Oui, ça reste fun en plus. Puis, il y a un mangaka, un dessinateur de manga que j'aime beaucoup, c'est Junji Ito Junji en japonais, que ses bandes dessinées sont souvent faites. T'as de la tension, puis là, tu retournes la page, puis là, t'as quelque chose d'horrible derrière la page. C'est vraiment que c'est beaucoup construit comme ça, c'est très cinématographique. Donc, l'idée de, hey, on va prendre ce point de vue-là, on s'attend à quelque chose, puis on retourne la carte, puis là, c'est quelque chose qu'on s'attendait pas, ou c'est quelque chose de drôle, ou c'est quelque chose de dérangeant, ou qu'on se questionne, tu sais. Ou de l'anticipation aussi. Dans le dernier scénario du premier flashback, t'as des chauves-souris dans le dernier scénario. Puis là, tu les vois, puis t'es comme, ils vont être à l'envers, hein. Puis là, tu retournes la carte, puis la carte est à l'envers. Tu sais, des petits clins d'œil comme ça qui on s'est beaucoup amusé à faire ça. Ouais. Et quand vous recevez l'As d'or, c'est incroyable. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Ben, en fait, je pense que, on parlait de track tout à l'heure. Ouais. Je pense que mon refuge, c'était de me concentrer vraiment, quand je l'ai vécu, de me concentrer vraiment sur le spectacle. Ouais. Fait que je suis comme, nous, on est là pour remettre des prix, pour présenter quelque chose, pour faire une belle soirée, pour que les gens soient mis en valeur. j'avais sincèrement un peu oublié. Ouais. C'était ça, c'était une protection, là, mais j'avais un peu oublié qu'on était en nomination. Puis, moi, dans ma tête, j'étais comme, je pense que je préférais penser qu'on l'aurait pas, tu sais. Ouais. Je pense que j'étais comme, je vais même pas considérer que ça se peut qu'on l'aille, je vais juste me concentrer sur changement de costume, j'ai des chansons à chanter, j'ai une présentation à faire, mais le reste de l'équipe le savait que je gagnais. Fait que c'était, en coulisses, c'était très drôle. Parce que pendant qu'il y avait les nominations, moi, j'étais en train de me changer pour le prochain numéro. Puis Raphaël il était comme, non, mais va écouter quand même, tu sais, ils remettent le prix. Fait que non. J'étais comme, oui, je fais juste changer de pantalon. Puis là, ils ont nommé. Puis je pense même qu'il y avait eu un bug à l'écran. Oui. Genre qu'ils ont mis le vidéo avant qu'ils fassent l'annonce. Oui, il y a eu un truc, effectivement. Donc là, il y a eu un rire de malaise de « Ah, ben là, c'est-tu eux qui gagnent pour vrai? Est-ce que c'est une blague de Etu Game? Oui. Est-ce que c'est Etu Game qui fait « Haha, on a pris le contrôle et on fait gagner... on dit que c'est lui qui a gagné. » Puis là, ben finalement, non, c'était nous. Puis là, en plus, moi, j'étais complètement déconnecté. J'étais en train de faire le spectacle. Puis, j'étais la personne qui était le plus proche de la scène. Parce que les gens sont dans le spectateur. Le temps qu'ils se lèvent. Fait que moi, j'arrive derrière, puis je fais comme, ben merci. Puis je prends le prix, puis je fais comme, je comprends pas, merci beaucoup. Fait que c'était surréaliste. C'était vraiment surréaliste. C'était vraiment étrange. D'autant plus que Baptiste, on s'était pas vu les jours avant. Ouais. Puis on avait développé le jeu ensemble pendant 1 an. Oui, mais vous avez travaillé à distance, quoi. À distance. En fait, vous connaissiez pas vraiment. La première fois qu'on s'est vu pour vrai, c'est sur la scène quand on reçoit le prix. C'est ultra beau quand même. Ouais, c'est assez fou. Ouais. Je trouve ça presque même émouvant comme histoire, tu vois.
Ouais. C'était particulier, mais c'était très chouette. Puis ça a été une belle relation. Je veux dire, on se parle encore, puis on continue à travailler ensemble. Fait que non, c'était vraiment bien. Et après, quand il décide de faire Flashback Lucie, oui. Donc je sais que c'est Christian Lemay propose à Gabriel Durnerin de venir dans le proposer des idées. Ouais. C'est bien, enfin il le dit. Moi je l'avais interviewé, Gabriel, il l'explique ses inspirations et tout. Vous, à ce moment-là, vous avez développé le premier, le concept. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le deuxième? Ça, c'est une vraie question, tu vois. Ben, moi, j'étais chargé de projet sur le deuxième. Donc, dans le fond, ils m'ont dit, l'expertise que tu as développée dans le premier, puisque je disais, j'ai appris à faire de la 3D pour le premier, continue à le faire sur le deuxième, reste conseiller avec Gabriel, puis dis-lui de ton expertise. En fait. Exact. C'est comme si lui était scénariste et toi, t'étais un peu le metteur en scène. Ouais, quelque chose comme ça. Tu sais, il arrivait en tête avec ses plans, là. Il disait, on pourrait voir comme ça, il va y avoir quelqu'un qui est caché en dessous du piano. Ça serait chouette. Puis moi, après, j'étais plus comme le directeur photo, finalement. Ouais, OK. Donc, lui faisait mise en scène, scénarisation. Puis moi, je venais lui proposer, OK, si la caméra est comme ça, ce serait tel personnage. Oui, exact. C'est ça, voilà, c'est ça. Les cadrages. Puis en plus, c'est ça, on avait une super belle équipe d'illustration, puis une équipe qui a fait tout le travail graphique autour, graphistes et compagnie. Donc, on a vraiment... moi, j'ai géré l'équipe, en fait. Fait que j'ai vraiment fait le travail de chargé de projet. C'est-à-dire, j'ai fait la communication avec l'usine, j'ai fait les tests d'impression. C'est des tâches aussi qui te plaisent? Oui, je veux dire... C'est vraiment mon bébé, c'était vraiment mon bébé. J'étais content, j'avais vraiment... Puis aussi, avec un mentor comme Manu au Scorpion, c'était facile, dans le sens que quand j'avais des questions, Manu savait exactement, utilise ça, check ça. Moi, à chaque fois que j'avais pas une inquiétude, mais un point d'interrogation de « Ah, ça, je sais pas si », je me retournais vers Manu, puis je pouvais lui demander, puis il était encore disponible. Fait que, ça restait un travail à plusieurs têtes, là. Puis il était là à tous les moments clés. Mais Gabriel avec son expérience, moi avec mon expérience de l'autre d'avant, puis Manu avec son expérience générale, je pense que ça m'a pas énervé. Ceci dit, je sais pas à quel point, en ce moment dans ma vie, je suis tellement occupé que c'est pas le genre de truc que je recherche, d'être chargé de projet sur des jeux. Mais j'ai aimé mon expérience. Okay. Je le referai. D'accord. Je le referai. Ouais. T'as aussi créé un autre jeu. Oui. Un jeu aussi qui a un parti pris assez différent de ce qu'on connaît. Ouais. C'est Antise. Ouais. Donc là, tu as co-créé avec Damien Falkouska. Exact. Vous avez travaillé en vrai ou vous avez travaillé qu'à distance? Un peu des deux. Damien est venu à Montréal, on a fait des tests. Comment est née l'idée d'abord? L'idée à la base, c'est nos deux intérêts. Moi, je voulais faire quelque chose je suis une méga fan de films d'horreur. Comme moi. Fait que je suis vraiment comme super fan de films d'horreur. J'avais un podcast de films d'horreur à l'époque. Je voulais vraiment que mon prochain jeu, puis là, je sortais de Flashback Lucie, qui était un peu horreur, mais pas vraiment. Il y avait quand même un peu d'horrifique. Quoi. Exact. Beaucoup de clins d'œil, à Frankenstein, au classique de l'horreur. Puis l'idée, c'était vraiment de faire un truc sincèrement effrayant. Puis je sais que Damien avait fait des expériences. Lui, avec Monsieur Damien, avec son animation en groupe. Puis sa chance aussi, en Europe, vous avez comme des châteaux abandonnés, des trucs comme ça. Fait qu'il peut faire des animations horrifiques avec n'importe quoi, tu sais. Fait que je sais qu'il travaille beaucoup là-dedans, dans ce milieu-là. On s'est croisés à plusieurs moments pour différentes situations. Puis... on a souvent discuté de ça, de notre intérêt pour des jeux d'horreur. Puis moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'à l'anniversaire de 30 ans d'une de mes très bonnes amies, Mireille, pour ne pas la nommer, Mireille, elle a décidé qu'on allait jouer à cache-cache dans le noir. OK. J'avais comme 33 à l'époque. Ça faisait des années que j'avais pas ressenti autant de plaisir, tu sais. Ouais. De vraiment faire comme... Je me sens comme un gamin. Là. J'ai l'impression d'avoir 5-6 ans en ce moment. Puis, je savais que Damien aussi, il était pas auteur de jeu, mais il faisait des jeux d'ambiance, des jeux de trucs comme ça. T'sais, lui, il m'a parlé de son intérêt de mettre en scène des trucs comme ça. Donc, rapidement, je l'ai contacté. J'ai dit, est-ce que ça te tente de faire un truc comme ça? Je lui avais parlé de mon intérêt pour Blood on Clock Tower, Two Rooms and a Boom. Il y a... This House is Haunted aussi, qui est une super... Parce qu'il y a, en fait, on en avait parlé, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle This House is Haunted, qui a
de 2014-2015. Ouais. Et où on Ouais. utilise sa maison comme terrain de jeu. Exact. Qui est aussi, tu disais, quelque chose c'est pas courant, en fait, ce genre d'expérience de jeu, en fait. Qui est Non, proposée. c'est sûr. Ben, moi, je suis vraiment friand de ce type d'expérience-là, de le jeu comme terrain de jeu, finalement, pour, tu sais, puis expérience, puis d'une proposition intéressante. Puis j'aime beaucoup dans les jeux quand, dès la proposition, t'as un hook, tu sais. Dès que tu fais le pitch, t'es comme j'ai envie d'essayer ça. Donc c'était quelque chose qu'il y avait dans This House is Haunted. Puis pour les gens qui ont eu la chance de l'essayer, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent moins. Je crois qu'il y a plus une idée de rôle secret, en fait. Enfin, il y a de la suspicion qu'il n'y a pas dans Antise. Ouais, il y a un peu ça. Puis il y a le fait que c'est ça qui est magique de travailler sur des jeux, c'est que tu te poses souvent la question pourquoi. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire sentir comme émotion, etc. Puis dans This House is Haunted, il y avait beaucoup de longueur, en fait. Ouais. Puis nous, on savait que c'était pas vers ça qu'on voulait s'en aller. On aimait l'idée de, OK, on joue dans la maison, mais comment on peut utiliser la maison de manière différente? Puis, tu sais, je pense qu'un des gros trucs qui a changé pour nous, notre version de prototype était un peu plus proche de ça, un peu plus proche de Blood on Clock Tower aussi, tu peux te promener dans la maison, Two Rooms and a Boom aussi, tu te promènes dans la maison. L'idée, c'était pourquoi on se promène, puis dans This House is Haunted, tu as des paquets de cartes que tu vas placer dans la maison. Puis ça, c'est le bordel total parce que tu perds des cartes, il faut que tu retrouves les cartes dans le noir, il faut que tu lises dans le noir. Il y a toujours eu dans Antise, parce qu'on a utilisé ce processus-là, on met des cartes dans la maison, il y avait un bug de timing, tu sais. Donc, quand on a décidé d'apporter le paquet de cartes au centre de la table, en fait, de la table principale, là, on a fait comme, oh, OK, wow, là, il y a une vraie proposition intéressante de, en fait, ta maison devient une maison hantée, puis on pourrait nommer beaucoup, beaucoup de trucs, mais c'est vraiment comme le point milieu, le point névralgique que je fais comme, OK, là, on a un jeu qu'on n'a jamais vu, tu sais. Ça ressemble pas. C'est sûr qu'au niveau du thème, on est encore un peu dedans, mais l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui est une expérience qui va qui va donner en main le fun de jouer à cache-cache dans le noir. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en même temps, c'est presque aussi un jeu de gage. Ouais. Enfin, tu vois, comme on pourrait en faire sans habillage. Mais ce qui est fou, c'est que tout le thème que vous mettez autour, il change complètement le prisme du jeu. En fait, on n'a plus l'impression de jouer à un jeu de gage, on a l'impression de jouer à autre chose. Ouais. Alors qu'en fait, si tu l'analyses froidement, tu dirais, en vrai, c'est un jeu de gage. Oui. On doit faire des gages. Enfin, on doit faire des trucs à des moments, quoi. Oui. C'est ça qui est. Je pense que j'ai l'impression que c'est quand même un jeu où l'habillage a autant d'importance que le gameplay, en fait. Oui, mais la confiance qu'on a par rapport à l'intelligence des joueurs, puis la confiance qu'on donne aussi à, t'es le seul arbitre au final. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup, il y a beaucoup ça dans beaucoup de jeux de, je te fais confiance que t'es pas en train de tricher, tu sais. Ouais. Je veux dire, il y a rien qui t'empêche de pas jouer au jeu au final, d'aller te promener dans la maison, de revenir, de mettre un pouce en l'air, puis de pas jouer, tu sais. Fait qu'on c'est ça que je trouve fascinant avec ce jeu-là, c'est de donner en main le plein pouvoir aux joueurs, tu sais. Ouais. Puis, j'en ai pas parlé beaucoup, fait que je cherche un peu les termes puis le processus qu'on a fait pour le développer, mais j'ai tellement eu de plaisir à playtester ce jeu-là, à proposer des trucs, à le tort. J'aime beaucoup faire des jeux, je pense que ça paraît, là. Juste comme... Mais ouais, c'était vraiment chouette. Et c'était dur à éditer quand vous avez avancé sur le jeu, vous aviez quelque chose un prototype un peu plus abouti que vous le proposez aux éditeurs ou ça se passe comment en fait? La proposition aux éditeurs s'est bien passée. Moi, j'étais un petit peu en processus de j'aime ce jeu, j'aime ce qu'on a en main. Si quelqu'un accroche, il accroche, puis s'il accroche pas, c'est pas grave, ce sera pas son moment, tu sais. Ouais. J'en ai plein de protos comme ça que je présente, puis je suis comme, OK, il y a personne qui a accroché, c'est pas son moment, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Donc, ça me stressait pas vraiment. Puis Gre Games a quand même accroché assez vite,
Puis j'ai agréablement surpris parce que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec eux. J'adore tous les trucs qu'ils font. J'ai beaucoup aimé Dany, j'ai beaucoup aimé Nida Vellir. Ouais, Nida Vellir, c'est extraordinaire. T'sais, moi j'ai beaucoup aimé. Puis ils ont vraiment une variété de production qui est super. Évidemment, j'étais pas comme OK, c'est un fit parfait parce que ben c'est quand même une autre proposition, mais avec qui c'est un fit parfait? Je veux dire, ça pouvait pas être un fit parfait avec personne vraiment. Donc il nous soit revenu puis il nous a dit non, on l'a testé puis ça a vraiment bien fonctionné. Puis évidemment, ben au level de prototype, c'était un peu OK, ben il y a des problèmes, il y a des trucs qui fonctionnent pas, il y a des trucs qui fonctionnent, mais c'est tellement un travail difficile, l'édition, là. Ouais. De faire comme on y croit, on va mettre corps et âme et argent dans un projet. Il y a une dimension aussi qui est pas si courante dans le jeu de société, c'est qu'on finalement, en fait, souvent au jeu de société, on est assis autour d'une table et on joue. On joue pas forcément avec son corps. Là, c'est un jeu qui demande de jouer avec son corps, en fait, où il y a une dimension physique réelle. Ouais. Et c'est pas si courant, en fait, tu vois? Ouais. Non, t'as raison. Puis je pense aussi, ben tu sais, c'est ça, le fait qu'on doit fermer les lumières, ça aide, là, d'un point de vue genre, OK, je rentre dans un personnage. Mais tu vois, pendant la pandémie, moi, j'ai développé un prototype de jeu où est-ce qu'il faut que tu fasses de l'exercice pour avancer dans le jeu. Fait que je pense que j'aime ça, utiliser les gens entièrement. En fait, c'est parce que c'est pas si, enfin, c'est vrai que le jeu de société, c'est quand même souvent très abstrait. Enfin, tu joues dans OK, t'as le plateau qui matérialise la chose, mais tout se construit dans ta tête et après tu fais tes actions et ça. Oui. Là, ça peut pas être que ça. C'est-à-dire que c'est toi le pion. Je sais pas, t'as une carte qui te dit que tu dois marcher accroupi, ou que tu dois siffler, ou que tu dois avancer comme le zombie. Et ben là, c'est pas la même. Enfin, on demande plus la même chose. Et du coup, c'est pas non plus le même investissement pour le joueur ou la joueuse. Ouais. On passe un cap. Enfin, c'est un jeu auquel il faut adhérer. Oui, ben c'est pour ça que moi tu sais, je parlais de tantôt se cacher faire un cache-cache en noir. Tu sais, il faut adhérer. Ouais. Moi, je me souviens très bien de jouer à des jeux pas possibles quand j'étais adolescent. Moi, je pense que c'est un jeu qui a un potentiel de plaire aux plus jeunes, tu sais, de faire comme, OK, on se fait un trip. Puis quand t'es plus jeune, tu fais pas la différence entre n'importe quel jeu de société puis un truc qui te demande, t'as un Jungle Speed puis un autre, un Monopoly ou un truc qui te demande de te cacher dans un garde-robe, tu sais, ça fait toute partie du jeu, tu sais, ça fait partie du jeu. Puis je pense que c'est important pour moi, ça, l'aspect de, OK, c'est quoi jouer, tu sais, où le fun? Souvent, quand je design des jeux, c'est la question que je me pose en priorité, c'est où le plaisir, tu sais? Le plaisir peut être super cartésien, le plaisir peut être super mathématique. Puis j'exclus pas du tout l'idée de faire des jeux comme ça aussi. Tu sais, j'adore les jeux de gestion de ressources, j'adore les jeux de survie, j'adore les jeux. Je joue beaucoup aux échecs. Tu sais, j'ai beaucoup de plaisir à. Là, on n'est pas. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le même type d'expérience, quoi. Donc, exact. Donc, non, mais je suis très content de l'édition qui a été faite du jeu. Puis, surtout, tu sais, c'est des détails, là, des fois, qu'on voit pas derrière le rideau, mais le fait que Greux Games ait décidé de l'éditer dans le même format que Dany, qui est un de leurs jeux qui a très bien fonctionné, c'est un peu un gage de confiance qu'ils ont avec le jeu. C'est de dire, voici, nous, en tant qu'entreprise, on va présenter ce jeu-là comme un truc qu'on croit vraiment, auquel on croit vraiment, tu sais. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a aussi une dimension cinématographique, hormis le thème, bien sûr, mais le fait qu'aussi qu'on bouge, enfin finalement qu'on a on joue des scènes quelque part. Chaque moment où on est envoyé dans les pièces pour en tant que quand on n'est pas encore été, je sais pas si c'est possédé le terme et tout. On est un peu les joueuses, elles sont un peu actrices à ce moment-là. Enfin, il y a quelque chose de ça aussi. Un des grands drames de ma vie, là, c'est de pas avoir découvert les jeux de rôle plus tôt. Ah, ok. J'ai découvert les jeux de rôle très tard avec X Games, justement, dans ma trentaine, fin vingtaine, début trentaine. Donc, j'aime beaucoup les jeux de rôle. J'aime beaucoup cet aspect-là de raconter des histoires ensemble. Puis je pense qu'il y a quelque chose de chouette dans, tu sais, c'est qu'on peut pas tout vivre tout le temps. Donc, tu peux pas être partout. C'est moins chouette quand tu essaies de designer le jeu. Parce que des fois, t'es comme, il y a quelqu'un qui dit, ouais, cette carte-là fonctionne pas. T'es comme, ah, mais pourquoi? Puis il faut qu'il t'explique pourquoi ça fonctionne pas. Parce que t'es pas, tu sais, c'est ça, quand t'es autour d'un plateau avec des jetons puis des dés, ben, tu peux voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Là, il faut vraiment que tu sois un peu partout en même temps. Ceci dit,
ce qui est vraiment chouette, c'est que tu joues, tu vis tes moments, puis après ça, tu as envie de les raconter. Ouais. T'as envie de débriefer. Oui, t'as envie de débriefer. On a joué, on a débriefé. Tu joues 40 minutes pour parler pendant 3 heures, 4 heures, tu sais. Puis une autre inspiration que j'ai pas nommée puis que j'en parle jamais, mais c'est un truc qui se passe à New York. Ça s'appelle Sleep No More. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Sleep No More. Ça, c'est une grosse inspiration pour Antise. C'est un spectacle de danse théâtrale où est-ce que là, ça a plus lieu en ce moment. La compagnie est en train de travailler sur un prochain projet. Mais j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. Puis, en tant que spectateur, tous les spectateurs sont masqués. OK. On a des masques. Oh. Ça se passe dans un ancien hôtel. C'est 5 étages. Puis, tout l'hôtel, il a été transformé en théâtre. D'accord. Puis, il y a une trentaine de comédiens, entre 20 et 30, qui vont faire une pièce de théâtre style Hamlet, mais dansée. OK. T'as la scène principale où est-ce que t'as tous les spectateurs qui ont leur masque, les acteurs qui sont en train de jouer, etc. Et là, les acteurs s'en vont dans les 5 étages. Ils se divisent. Puis il faut que tu suives les acteurs que tu as envie. Wow. Ouais. Puis c'est ouf comme concept. Incroyable. C'est incroyable. Il y a 3 représentations dans la même soirée. Moi, je me souviens d'être allé à la première représentation, mais tu peux rester entre les représentations. Donc, tu as l'aspect un peu escape game, tu as l'aspect narratif, tu as l'aspect tu te perds dans l'hôtel. Puis, ça se peut. Tu sais, moi, j'étais avec ma copine, puis j'ai dit, tu sais, si tu as trop peur ou si tu t'emmerdes ou si tu as envie qu'on parte, ben nous, là, partons chacun de notre côté, puis après 1 heure ou 2, ben on va se recroiser, puis on se dira, on veut-tu rester? Quand on s'est croisés, on était en sueur, on est comme, ben on reste ici toute notre vie, là, c'était incroyable. Puis on en a parlé pendant des semaines après, tu sais. C'est des moments extraordinaires, puis t'as aussi le feeling, le sentiment privilégié de quand t'es seul avec un acteur, que t'as été la personne qui a été capable de suivre la personne, ou que tu tournes un coin de corridor, puis il y a un acteur là qui est en train de performer, un danseur-acteur qui est en train de performer, tu vis des moments one-on-one uniques, que t'es comme, c'est vraiment de l'art vivant, tu sais. Ouais. C'est vraiment je suis dans un théâtre, cette personne-là performe ça pour moi. T'es spectateur, mais en fait, tu deviens presque acteur aussi. Exact. Ouais. Exact. Enfin, ça s'inverse. Oui. Presque. Enfin, parce qu'en fait, l'acteur, s'il joue seul, est-ce qu'il joue encore s'il y a personne qui le regarde? Quoi, exact. Exact. Ouais. Il faut le spectateur pour faire que 100%. L'œuvre, elle existe. Quoi. Ouais. Ça a l'air fou, ce spectacle. Ouais. Sleep No More. J'ai pas le nom de la compagnie en tête, mais vous irez voir, tu sais. Puis en étant fan aussi de films d'horreur, je suis aussi fan de maisons hantées, tu sais. Fait que j'ai vraiment l'historique puis l'histoire avec un grand H de la maison hantée, ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc, je pense que de tout canaliser ça dans un jeu, ça faisait beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Là. OK. Ouais. T'as d'autres projets de jeu aujourd'hui ou... J'en ai plusieurs. Là, en ce moment, au moment où est-ce qu'on se parle, je travaille sur quelques jeux sérieux, en fait. Wow. J'ai des contrats d'organismes qui m'ont contacté. Des jeux de commande d'entreprise? Ouais, exact. Ça. Puis j'aime ça, faire ça. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette d'essayer de les amener un peu plus loin, puis de pas juste faire des jeux de connaissances générales, puis des trucs comme ça, d'apporter un peu... Ouais, un peu classique dans le... Exact. C'est sûr qu'on part de ça, mais on essaie de les amener un peu plus loin pour... Il y a toujours un postulat, il y a toujours une prémisse de le truc qu'on essaie de régler de manière ludique, c'est X. Okay. Donc, c'est vrai. Moi, j'aime ça, travailler dans la contrainte, là, puis de créer dans le... OK, là, on a du plaisir, mais est-ce que ça répond à notre X, tu sais? Ouais. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, faire ça. Je suis en train d'en finaliser un, puis j'en commence un autre en ce moment pour des compagnies, des organismes. Puis sinon, j'ai plein de protos sur lesquels je travaille. Puis t'as un gros projet. Oui. On va en parler. Alors, je sais pas exactement là où on se parle. Quand est-ce que sera diffusé le podcast? Ce sera soit avant, soit après. Ouais. Parce que vous organisez un festival. Oui, absolument. Et ça, c'est un énorme projet aussi. C'est un gros chapeau, hein. C'est très particulier. Dans le fond, il y a 2 ans, avec It's Game, on s'est assis, on avait une rencontre de prod, puis on s'est dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on produit déjà de 2 à 4-5 vidéos par semaine. On produit comme énormément. Puis là, l'idée, c'était que, OK, comment on fait pour
est-ce qu'on veut produire plus? Non, on est fatigué, on veut pas en faire plus. Les gens, ça va les épuiser qu'il y ait une vidéo par jour sur la chaîne. C'est complètement absurde. Est-ce qu'on a envie de continuer à explorer ça? On a l'impression aussi, tu sais, je veux pas... on en a parlé plus tôt, mais les vidéos d'EduGame, c'est des commandes, là. La majorité, tu sais, il y a une bonne partie des vidéos d'EduGame que c'est les compagnies payent pour qu'on produise. Ben, on veut pas, genre... tu sais, il y a une fin à ça aussi, donc... Comment on fait pour continuer à évoluer en tant que créateur, créatrice dans cet univers-là? Puis là, ben, on s'est posé la question des événements. Il y a 3 ans, je t'aurais dit non, je ferai pas d'événements. Il y a 2 ans, j'étais comme, peut-être. Fait que là, j'ai commencé à appeler des amis, à appeler des contacts, à faire comme, hey, comment on ferait pour faire un événement qui se peut? Puis moi, je suis un éternel étudiant, fait que le trip d'aller sur YouTube, puis faire comme, How to do a festival. Genre, puis d'écouter des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie de personnes pour, OK, vous voulez faire un événement, faut que vous fassiez ça, faut que vous alliez chercher telle ressource, etc. Puis on s'est rendu compte très rapidement dans le processus que tout le monde était très excité qu'on fasse un événement. Fait qu'assez rapidement, on s'est dit, OK, ben, on va essayer d'aller chercher du financement, on va essayer d'en parler aux personnes qui pourraient être exposants. Fait que dans le fond, les personnes qui pourraient avoir des chapiteaux puis des tables, puis ben de découvrir aussi que, tu sais, moi, un des trucs que j'ai toujours aimé dans le milieu du jeu de société, c'est qu'il y a vraiment cette... En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça, cette genre de coalition-là, puis de fratrie-là, tu sais, puis de... Moi, je m'entends très bien avec, tu sais, nos collègues puis nos partenaires. Pour moi, c'est... Tu sais, quand on va à Cannes à chaque année, c'est une fête là, de les revoir. C'est comme si j'allais au Japon voir mon frère. C'est vraiment comme, c'est trippant. Puis là, j'étais comme, ben, comment on peut amener ça ici, tu sais? Donc, de parler à ces gens-là, ils étaient comme, oui, c'est intéressant. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Donc, on essaye. On essaie de faire un événement. Ça va s'appeler le FLIM. Ouais. C'est le Festival ludique international de Montréal. Donc, en référence au Flip, appartenait. Été 2025. Ouais. C'est quoi, c'est juillet? Dernière fin de semaine de juillet. Juste avant la Gen Con, en fait? Oui. Juste après le Flip, juste avant la Gen Con. OK. Ce créneau-là, il a été choisi, j'imagine, pas par hasard? Ouais. Ben non, c'est sûr. Avant que le président américain soit étrange, on se disait, ben peut-être que les Français qui vont à Gen Con vont venir faire un petit tour au Flim, puis après ça, ils vont aller à Gen Con. Évidemment, cette année, ça va être plus difficile, mais on espère que ça va revenir normal éventuellement. Puis aussi, ben, tu sais, c'est ça. Il y a vraiment l'aspect mercantile aussi. Il y a l'aspect, les tarifs, ces affaires-là. Je comprends les compagnies de pas vouloir investir dans une machine qui leur crache au visage, finalement. Là. Donc, ou qui les empêche de survivre, tu sais. Mais on a quand même quelques compagnies françaises qui ont décidé de venir nous voir quand même. C'est une première année, c'est une première édition. C'est vraiment de faire quelque chose en extérieur, gratuit, une fin de semaine, en plein cœur de Montréal. Ça va être très familial, touristique, mais gamer aussi. Moi, j'espère que les gamers vont être au rendez-vous. Et si ça marche, l'idée, c'est de pérenniser le festival? Exact, ouais. Ce serait de faire ça année après année le plus longtemps possible. Puis je dirais même plus que ça. Plus que de pérenniser le festival, c'est que pour faire le festival, on a fondé un OBNL. C'est un organisme à but non lucratif. Voilà, exactement. Donc, on a fait un OBNL. Puis c'est un OBNL d'économie sociale. Fait que l'objectif, c'est vraiment de, par le jeu, faire que les gens se rencontrent, mettre de l'avant le ludisme dans la vie des gens au cœur de Montréal. Le quartier latin, les gens le savent pas nécessairement, mais le quartier latin à Montréal, c'est un lieu qui est en revitalisation, disons ça comme ça. Ça va pas bien au niveau des commerces dans le quartier latin, donc ils essayent de réinjecter de l'énergie, de l'amour, puis des sous pour faire en sorte qu'il y ait plus de tourisme puis de vitalité. Fait que nous, on fait un peu partie de tout ça. Puis l'idée, c'est que, en tant qu'OBNL, c'est d'offrir des trucs à l'année. Quelle forme ça va prendre, je le sais pas encore. On a plein d'idées, évidemment. Est-ce que c'est... moi aussi, je suis allé voir la cafetière. En France avec Antoine Boza puis Ludovic Maublanc puis toute la team de la cafetière. J'ai fait comme wow, si on pouvait avoir ne serait-ce qu'un truc 25% aussi cool au Québec, c'est un peu l'idée avec l'OBNL de faire comme un lieu où est-ce que les gens peuvent se
rassembler. Travailler ensemble, Ouais. montrer leurs projets. Exact. Louer des jeux, peut-être. Faire des protos. Fait qu'il y ait des soirées. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. Ouais, exact. En fait, tout est à construire. Exact. Mais le festival est quand même assez... En ce moment où est-ce qu'on se parle, c'est dans 2 mois. Ouais. Donc, c'est demain matin, au final. C'est vraiment... Ça va arriver très vite. Exact. Donc, tu sais, là, toute la journée, j'ai passé 8 heures avec mes collègues, avec Germain et puis Naïl, à travailler, à envoyer des courriels, à faire des appels, à faire des communications, puis à essayer de créer cette machine-là. Là. OK. Ouais. Y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter ou non, je veux dire merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. De m'avoir sollicité pour C'était bien cool. Cette entrevue. La prochaine fois, ce sera toi qui va passer au micro d'Etu-Game. Oh là là, tu fais peur. Je me souviens juste, alors pareil, je sais pas, d'une chanson que vous m'avez citée. Ouais, laquelle? Un truc de rap. Ouais? Ouais, je me... Oui, le rap qu'on est sorti cette année? Oui. Ben oui. C'est super bon. Ça m'a fait bizarre. J'ai pu me la raconter un peu auprès de mes enfants, mais ça m'a fait quand même bizarre. Ah non, mais il faut citer les gens. Je veux dire, on parle de Pénélope, on parle de plein de gens dans ce rap-là. Ouais, ben justement, on parlait des chansons tout à l'heure. Là. Ouais. T'es immortalisé dans une de nos chansons. C'est un truc de fou, quoi. Et ben merci encore, Marc-Antoine. Plaisir. Merci aux auditeurs et auditrices qui écoutent le podcast. Et puis à bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle interview. À plus, salut. Bye. Cette interview, enregistrée en présentiel à Montréal le 26 mai 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.